Bienvenue sur la boîte à outils photo de Champix. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme convenu dans la vidéo précédente, nous allons parler du 200-600 GOSS 5663. Sachant que maintenant ça fait plus de 2 ans que j'ai cet objectif, je peux vous garantir que j'ai vraiment une idée de son potentiel et de sa qualité par rapport aux photos que nous allons pouvoir produire avec. Comme énoncé en introduction, bienvenue à bord de la boîte à outils photo de Champix. Aujourd'hui dans cette vidéo, somme toute un peu particulière, circonstances exceptionnelles, vidéo un petit peu exceptionnelle. Alors, si vous le voulez bien, rentrons dans le vif du sujet. Cet objectif, donc le 200-600 de chez Sony, maintenant a quelques années d'existence. Personnellement, je l'ai depuis plus de 2 ans et demi. Donc j'ai vraiment du retour par rapport à cet objectif et je vais vraiment pouvoir en parler en toute connaissance de cause. C'est un objectif, comme vous pouvez le voir, qui est quand même assez imposant, hein, puisqu'il pèse déjà 2,2 kg sur la balance. Alors officiellement 2,195 kg, on n'est plus à 5 grammes près. Il mesure 32 cm de long pour une hauteur de 11 cm et demi quasiment, et un diamètre optique en façade de 95 mm. Pour continuer avec les chiffres qui fâchent un petit peu, la distance minimale de mise au point est de 2,40 m. Donc avec cet objectif, il va falloir faire attention quand vous allez vouloir faire de la proxy. 2,40 m, ce n'est pas une paille. Je vous rappelle que pour le 100-400, nous étions à moins d'1 mètre. Là, nous sommes à 2,40 m pour le 200-600. Si nous pouvons faire un petit peu d'analogie par rapport au 100-400, le pare-soleil, lui, est vraiment de bonne facture, hein, il est vraiment imposant lui aussi. Il rajoute presque une dizaine de centimètres à la longueur totale de l'objectif une fois monté. Par contre, lui ne dispose pas de petites fentes, vous savez, pour le filtre polarisant. Là, il va falloir jongler un petit peu et pré-régler votre filtre polarisant de manière sereine pour pouvoir faire des photos sur le terrain sans avoir à revenir systématiquement toucher votre filtre polarisant, parce que là, ça ne le fera pas. Hein. Démonter et remonter le pare-soleil à chaque fois, ça va vite être contraignant. Et surtout que, comme vous allez pouvoir l'entendre, il n'est pas très silencieux. Hein. Voilà. Et il faut un petit peu forcer. Pour que là, vous voyez, par contre, une fois qu'il est monté, il ne bouge plus. Hein. Alors, comme sur toutes les optiques G de Sony, vous avez encore une fois les 3 boutons paramétrables. Hein. Vous les paramétrez, maintenant vous avez un petit peu compris chaque fois que je vous en parle sur la chaîne et sur les tests. Ils sont paramétrables dans les menus de votre appareil photo. Personnellement, encore une fois, j'ai réglé cette fonction sur le rapatriement du collimateur autofocus en plein centre du capteur. Il possède une bague de mise au point. Il possède une bague de focale, graduée 200, 250, 300, 400, 500 et 600. La bague est quand même assez fluide, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous allez pouvoir la manœuvrer tranquillement. Par contre, petit bémol, il n'y a pas de verrouillage de focale. Donc attention, parce que vu qu'elle est très fluide, vous pouvez avoir un glissement de focale, encore une fois, comme sur le 100-400, sans vous en rendre compte, et ça peut être un petit peu préjudiciable sur vos photos si vous ne faites pas attention. Vous vous retrouvez à 200 au lieu de 600 ou de 500 par exemple, ou inversement vous vous retrouvez à 600 au lieu d'être à 200. Vous avez à ce niveau-là les mêmes boutons que sur le 100-400, hein, avec le premier bouton, le démarrage de l'autofocus ou le mode manuel, le deuxième bouton, le mode de fonctionnement de l'autofocus. Alors ici nous avons 3 positions, full, donc de 2,40 m à l'infini, la version 2,40 m à 10 mètres et l'option 10 mètres à l'infini. Ces options, je n'en ai jamais parlé, mais il s'avère qu'elles sont quand même judicieusement bien pensées, hein, puisque cela évite les phénomènes de pompage. Lorsque vous êtes en statique sur un endroit où vous voulez faire la mise au point, vous avez plus ou moins connaissance de la distance de votre mise au point à réaliser, vous pourrez ainsi verrouiller la zone dans laquelle va travailler votre autofocus. Après, le gros bémol de ce système, c'est que si vous photographiez un oiseau par exemple, ou un chevreuil, eh bien, lorsqu'il va sortir de cette zone, l'autofocus, lui, va s'arrêter, il va revenir à chercher un petit peu l'autofocus, enfin la netteté dans la zone prédéterminée. Donc à utiliser avec parcimonie, mais ça peut être utile dans certaines situations.
Et pour finir, vous avez donc la stabilisation on-off. Et comme le 100-400, ici vous avez le mode de fonctionnement de la stabilisation. Par contre, vous avez 3 modes. Autant sur le 100-400 nous n'avions que 2 modes, autant là ici nous avons un 3e mode qui vient de se rajouter. Alors pour refaire un petit peu l'analogie avec le 100-400, le mode 1 lui va gérer tout ce qui est tremblement léger de l'appareil photo. Il va compenser ce tremblement par le mode de fonctionnement du stabilisateur. Le mode 2 lui va compenser aussi bien verticalement qu'horizontalement les tremblements et atténuer les phénomènes de suivi que nous pouvons avoir lorsque nous suivons un oiseau par exemple. Le mode 3 est vraiment un mode vraiment sportif, puisque là, le mode 3 va vraiment vous permettre de compenser toutes les petites erreurs de cadrage que vous pourriez avoir dans votre composition lorsque vous êtes en train de suivre un sujet en mouvement et en mouvement très rapide. Et d'autant plus, ce qui est important avec ce mode 3, c'est que à un moment donné, lorsque votre sujet va changer de direction, donc vous allez faire des systèmes de va-et-vient ou d'éloignement, l'autofocus lui va essayer de compenser et la stabilisation va venir surcompenser ce phénomène et ainsi vous donner une image stable. Par contre, attention, je peux vous garantir que tout comme le 100-400, la stabilisation de cette optique est vraiment redoutable. Pour avoir fait des tests en photo de paysage, je suis descendu là ici, encore une fois, au 1/60e pour commencer d'avoir des photos de flou de bouger. Alors, je vous rappelle que sur le 100-400, 1/60e à 400 mm, c'était notre limite. Là, j'étais au 600 mm. Donc vous voyez, c'est quand même la stabilisation, le steady shot de Sony, c'est quand même quelque chose qui est très remarquable et qui est vraiment puissant pour pouvoir vous apporter une quantité de lumière supplémentaire phénoménale. Puisque inutile de vous dire encore une fois qu'à 1/60e de seconde, la quantité de lumière qui va venir frapper votre capteur est exponentielle par rapport à 1 millième ou 1 1600e de seconde. Ayez cela en tête lorsque vous faites vos compositions. Surtout si vous êtes sur du statique, avec un oiseau perché par exemple, c'est ce que je donne toujours comme exemple. Vous pourrez descendre à 1/500e ou 250 ou voire même 1/125e de seconde pour pouvoir faire une photo avec une bonne exposition et une bonne maîtrise de la lumière. Pour en revenir au niveau de l'autofocus pour moi c'est quasiment le même, je pense, qu'au niveau structurel, il est fabriqué aussi bien pour le 100-400 que pour le 200-600. Pour moi, c'est les mêmes composants, sauf que là, évidemment, pour le 200-600, on va être légèrement un petit cran en dessous au niveau réponse. Encore une fois, je vous parle par rapport au 1. Je trouve qu'au niveau réponse par rapport au 100-400, avec le A1, il est un tout petit peu en retrait par rapport au 100-400. Mais là encore, ça n'engage que moi et que mon ressenti, hein, attention. Ceci dit, il est quand même hyper réactif et hyper véloce. Hein. J'ai jamais eu vraiment de soucis de netteté par rapport à l'autofocus et au A1 avec lequel je fais quasiment toutes mes photos. Et par contre, dans cette vidéo, vous aurez bien évidemment des photos exemples à la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à faire entre le 200-600 et mon A7R3 que j'avais avant, et le 200-600 avec l'Alpha 1 que j'ai maintenant. Maintenant, parlons un petit peu purement technique de cet objectif, puisque nous allons aborder la distorsion. Alors la distorsion, en ce qui me concerne, oui, j'en ai conscience, je sais qu'il y a un petit peu de distorsion, et là encore une fois, je vais vous demander de me croire sur parole, mais c'est de la distorsion très légère en coussinet. Quelle que soit la focale et sous Lightroom, aucun souci, Lightroom récupère sans problème les distorsions présentes. Je vous dis, c'est vraiment léger hein, comme distorsion. Que peut-on dire au niveau des aberrations chromatiques? Les aberrations chromatiques, c'est pareil, j'en ai décelé quelques-unes. Rien de bien tangible pour ma part. Il n'y a pas grand péril dans la demeure. Elles sont aisément récupérables sous Lightroom. Il n'y a pas grand-chose là-dessus. Par contre, au niveau du flair, le flair, lui, est bien présent à ce niveau-là.
Je vais essayer de vous refaire la petite vidéo témoin que je vous avais fait sur le 100-400 avec l'appareil photo et puis mon téléphone et la petite lumière pour vous la mettre. Je vous la mettrai certainement par là en vidéo. Donc vous verrez, il est présent. Encore une fois, rien de bien significatif, mais attention, il peut s'avérer vraiment là pour le coup, lui par contre en plein soleil, vraiment dommageable. On a vraiment des belles traînées de flares qui apparaissent. Alors belles traînées, oui c'est des belles traînées, mais pour les photos c'est pas terrible. Donc attention à votre orientation par rapport aux flares et le soleil qui peut entrer dans la lentille frontale et vraiment venir perturber vos photos. Pour finir, nous allons parler du vignettage. Alors là aussi, le vignettage est présent, quelle que soit la focale, quelle que soit l'ouverture, plus ou moins présent en fonction de l'ouverture, que nous diminuons l'ouverture, mais n'empêche qu'elle est toujours plus ou moins présente. Alors là par contre, c'est vraiment quelque chose d'insignifiant sur les bords des photos. Ça ne dérange absolument pas et encore une fois Lightroom va effacer ce vignettage sans problème au post-traitement. Je vais vous mettre des photos pour vous indiquer ce que j'ai pu réaliser, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, comme photo avec cet objectif depuis 2 ans et demi. Alors en conclusion, que peut-on dire après ces quelques photos dont vous venez de regarder en diaporama pour un petit peu vous illustrer tout ce que j'ai réussi à faire avec cet objectif?
Chose que je ne vous ai pas dit, et là que je vois un petit peu sur l'appareil photo, il est tropicalisé. Ça aussi c'est très important. Donc ce qui veut dire qu'il va être résistant évidemment à l'humidité, à la poussière et au ruissellement. Évidemment, sous une pluie battante, je vous déconseille fortement d'aller faire des photos. Là, je vous garantis pas qu'il sera étanche à 100%. Hein. Attention. Ceci dit, revenons-en à nos moutons. En conclusion, eh bien écoutez, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cela fait 2 ans et demi maintenant que je l'ai. J'en suis très satisfait. J'ai un petit peu lorgné il y a quelques semaines quand le 150-600 DGDN de Sigma est sorti, puisque je me suis posé la question de savoir si j'allais revendre mon 200-600 pour investir dans le 150-600 de Sony, de Sigma. Et ce qui m'a fait garder mon 200-600, déjà pour commencer, c'est qu'à 50 grammes près, ils ont tous les deux le même poids. Donc là, déjà, à ce niveau-là, que ce soit le 200-600 de chez Sony ou le 150-600 de chez Sigma, je tiens à vous dire que je ne l'ai pas encore testé, mais je ne désespère pas de le tester un jour. J'attends une réponse de Sigma pour pouvoir vous le tester sur la chaîne. Personnellement, je préfère garder mon 200-600 plutôt que d'investir dans un 150-600 de Sigma. Pourquoi? Parce qu'au moins, j'ai l'entière compatibilité entre mon boîtier et mon objectif. Ça, c'est quelque chose qui est très important, qu'il faut bien avoir l'idée. Parce que pour faire les mises à jour des objectifs, et bien là, étant donné que c'est tout de la même marque, les mises à jour se font dans le boîtier et on n'en parle plus. Ça aussi, ça à prendre en ligne de compte et un petit peu à avoir à l'esprit. Ben, je pense avoir répondu à votre question. Donc je vais garder mon 200-600 parce que pour moi, c'est un bon objectif. Il répond tout à fait aux exigences que j'ai à son encontre. Et à ce niveau-là, il faut bien avoir l'idée qu'il fait le taf. Par contre, nous n'avons pas parlé du prix. Il est quand même 5 à 600 € moins cher que le 100-400, puisqu'il tourne autour de 2000 à 2200 € selon les sites ou selon les magasins où vous allez. Je l'ai touché aux alentours de 2400 € il y a maintenant 2 ans et demi. Voilà, en ce qui concerne les tests du 200-600. Alors c'est vrai que cette vidéo a été un petit peu plus rapide que les autres vidéos, mais j'ai tellement l'habitude de cet objectif, j'en suis tellement satisfait que pour cette vidéo, j'ai été un petit peu plus vite que les autres. Vous allez voir de toute manière, vous avez vu les photos de toute manière que j'ai produites avec, et je pense que les photos parlent d'elles-mêmes, rien ne sert de faire une vidéo qui dure 3 plombes. En ce qui me concerne, je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos, et à bientôt.